Madame, Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau forum qui sera consacré cette semaine à un maillon, un des maillons principaux de la chaîne de la justice au Togo, les magistrats face aux enjeux de la modernisation de la justice togolaise. Deux invités pour nous en parler. Adamou Beketi. Bonjour, Monsieur Beketi. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes avocat général près la Cour suprême du Togo et surtout président de l'Union syndicale des magistrats du Togo. Oui. Un avocat général, qu'est-ce qu'il fait à la Cour suprême? Un avocat général, c'est un adjoint du procureur général près la Cour suprême. Il fait pratiquement les mêmes choses que le procureur général. C'est-à-dire que le procureur général, quand il reçoit les dossiers, il donne aux avocats généraux, il leur donne leur dossier, ils déposent leurs conclusions et vont défendre les dossiers à l'audience. Et la Cour suprême, c'est en quelque sorte l'organe suprême en matière de justice au Togo, on peut le dire comme ça. Oui, c'est l'organe suprême, la juridiction supérieure en matière de justice au Togo. Elle a deux chambres, une chambre civile qui gère les affaires civiles, correctionnelles, sociales et commerciales, et une chambre administrative. Donc à la Cour suprême dit oui ou non, en dehors de Dieu, il n'y a plus personne. Oh non, on ne le dirait pas comme ça. La justice, elle est divine, vous voyez. Donc, on ne dirait pas ça comme ça. Mais on se dit qu'on fait l'effort quand même de dire le droit, de rester dans la limite de l'interprétation que nous pouvons donner. Nous faisons un effort au niveau de la Cour suprême pour dire le droit et corriger les erreurs éventuelles que les juridictions inférieures n'ont pas pu déceler dans les dossiers. On verra tout à l'heure en détail l'organisation du corps judiciaire au Togo. Le temps de vous présenter notre deuxième invité, Henri Pognan-Dogo. Monsieur Dogo, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes magistrat également, substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Palimé. Vous êtes le chargé de communication porte-parole de l'USIMAT, l'Union syndicale des magistrats du Togo. En effet, oui. Oui. Et à l'intérieur du pays, c'est le même travail que vous faites à Lomé, parce qu'on a parfois l'impression que la capitale, un droit se dit à l'intérieur du pays, il y a un autre droit, c'est la même chose? Non, pas du tout. Les magistrats à Lomé, comme à l'intérieur du pays, font le même travail. Le juge de Lomé, le juge de Dapaou ou de Mandouri font exactement le même travail. Et donc, il n'y a pas de différence entre le travail effectué à Lomé et celui effectué à l'intérieur du pays. Mais si vous aviez le choix, vous allez choisir de travailler dans la capitale ou à l'intérieur du pays? Écoutez, moi je suis fonctionnaire agent de l'État et donc je suis prêt à servir partout où besoin se trouve. Oui. C'est bien dit. Donc, notre sujet maintenant, j'évoquais tantôt l'organisation du corps judiciaire au Togo. On va commencer par là, avant de voir les enjeux de la modernisation de la justice. Alors, comment c'est structuré? Comment la justice togolaise est organisée? Le corps judiciaire est organisé? Dans le corps judiciaire, nous avons d'abord les magistrats, les avocats, qui sont des auxiliaires de justice, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires priseurs. Mais la magistrature constitue un corps particulier, dans la mesure où c'est un corps hiérarchisé. Vous voyez? Quant aux autres corps, ils ont une autre déontologie. Donc ils ont leur corps, ils ont comment dirais-je, des chambres, la chambre des notaires, la chambre des huissiers, l'ordre des avocats. Exactement. Et ils ont une autre déontologie. Mais dans une symbiose, nous fonctionnons, nous nous comprenons et nous nous complétons. Nous sommes des agents de la fonction publique, mais avec un statut particulier. Oui, bien sûr. La magistrature, c'est pas... nous ne sommes pas des fonctionnaires comme tout le monde. Nous sommes un corps spécial et nous avons un statut particulier. C'est là le statut des magistrats. Nous avons un statut particulier qui nous régit en même temps que le statut de la fonction publique. Oui. Voilà. Monsieur Dogo? Oui. L'organisation du corps judiciaire, est-ce que c'est la même chose partout? Le Togo a des particularités? Oui, l'organisation judiciaire varie d'un pays à un autre.
ça varie. Chez nous, au Togo, l'organisation qui prévaut actuellement n'est pas totalement la même que celle qui prévaut au Burkina Faso, et au Sénégal et en France. C'est différent, ça varie. Donc c'est un choix politique, hein? Oui, c'est un choix politique, bien entendu. Au-delà de tout, est-ce que vous ressentez le système judiciaire comme étant un des pouvoirs de la démocratie? Parce qu'on dit souvent en démocratie, il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Est-ce que vous vous sentez nanti de ce pouvoir comme un pilier de la démocratie? À cette question, je vais dire tout simplement que la constitution togolaise érige l'institution judiciaire en pouvoir. Et en tant que magistrat, je suis détenteur d'un pouvoir constitutionnel au même titre que le député ou le ministre, qui sont détenteurs du pouvoir exécutif et législatif. Et donc, pour dire tout simplement que, en tant que magistrat, nous sommes convaincus et conformément aux dispositions constitutionnelles, nous savons que nous détenons un pouvoir important, au même titre que les autres pouvoirs constitutionnels. Mais un pouvoir particulier tout de même, hein. Comment on se sent quand on est magistrat? Parce que quand on est juge, par exemple, on prononce des sentences de vie ou de mort pour les citoyens. On peut les jeter en prison, on peut les condamner à des amendes lourdes ou non. On se sent particulier. Oui, c'est pas facile. La fonction de juger son semblable est une mission en principe divine. Ce n'est pas facile d'aller à l'audience, d'avoir en face de soi ses semblables, ses concitoyens, et d'être amené à prononcer souvent des peines très lourdes contre ses semblables. C'est difficile, mais nous avons accepté, nous avons prêté serment pour ça et nous sommes obligés de le faire. Est-ce que le magistrat a un cœur? Mais pourquoi pas, le magistrat a un cœur? Et justement pour cela, je voulais dire juste, parce que vous voyez, tous les jours on crie lenteur de la justice, ainsi de suite, ainsi de suite. Le juge, avant de se prononcer, prend suffisamment de recul. C'est pour cela qu'on crie souvent lenteur de la justice, ainsi de suite, ainsi de suite. Le juge, il a un cœur. Et c'est pour cela qu'on lui demande de juger en son âme et conscience. Donc, tout ce que le juge doit faire, parce qu'avant de prendre une décision, il doit prendre suffisamment de recul pour être suffisamment dans la loi. Et ça dit que, on dit que le juge doit tenir compte uniquement de la loi. Eh bien, c'est pas facile. Donc, parfois, il y a des décisions, vous prenez des décisions et pendant plusieurs jours, on ne ferme pas l'œil. Hein, ah bon? Mais oui. Parce que vous avez des remords ou vous pensez aux conséquences? C'est que c'est pas facile. Parce que parfois, il y a beaucoup de pesanteur. Hein, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut attaquer le patrimoine de quelqu'un. Vous voyez, quand vous rentrez dans le patrimoine d'une personne, ou bien même dans l'intimité d'une personne, surtout en matière matrimoniale, où vous êtes amené à prononcer un divorce, ou bien à prendre des décisions entre deux personnes, c'est pas souvent facile. C'est encore peut-être bien, mais en matière foncière, par exemple, où vous prononcez des démolitions, des destructions... Oui, on prend suffisamment de recul pour le faire. Vous allez voir, un seul dossier peut prendre jusqu'à 20 ans. On a pris suffisamment de recul. Une seule affaire peut durer jusqu'à 20 ans. Et puis le juge ne prend pas sa décision ex nihilo, il s'appuie sur beaucoup de choses, beaucoup d'avis, des avis contradictoires. Avant de se prononcer. On va évoquer votre travail au quotidien. Est-il facile d'être magistrat au Togo, M. Legault? À cette question, ce n'est pas facile d'être magistrat. De façon générale. De façon générale, ce n'est pas facile parce que tous les jours, vous avez en face de vous les citoyens qui viennent avec leurs problèmes. Parfois, les problèmes ne se ressemblent pas. Et chaque problème a sa spécificité. Et le magistrat doit réfléchir, lire, faire des recherches en vue de trouver des solutions adéquates à chaque situation qui se présente à lui. Et donc, ce n'est pas tout à fait facile. Ça, c'est sur le plan complexité du travail. Mais aussi, il y a
les conditions dans lesquelles le magistrat travaille. C'est vrai, depuis quelques années, le gouvernement est en train de faire des efforts pour améliorer les conditions de vie de travail des magistrats, mais il reste encore à faire. Est-ce que vous êtes en nombre suffisant le Togo, par rapport au dossier que vous avez sur... Voilà, très belle question. Le Togo compte aujourd'hui environ 250 magistrats qui exercent en juridiction. Voilà, et sur 250 magistrats, si vous faites le calcul en rapport avec le nombre d'habitants au Togo, ça fait un magistrat pour 27 000 habitants environ. C'est énorme. C'est énorme. Le travail, les magistrats croupissent aujourd'hui sous le poids du travail, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays. Oui, c'est ça. Et ça doit avoir des répercussions sur votre travail, M. Boketi? Oui, évidemment. Évidemment, ça a des répercussions parce que, vous voyez, comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, c'est pas facile d'être magistrat. Tout comme c'est pas facile d'être militaire, c'est pas facile d'être enseignant, c'est pas facile d'être journaliste. Bon, aucun métier n'est facile. Mais à partir du moment où vous l'avez accepté, surtout pour nous, nous travaillons sous serment, nous sommes tenus de travailler en respectant ce serment-là. Vous voyez, c'est pas la même chose pour les autres corps dans la fonction publique. Parce que nous avons nous devons avoir un autre comportement dans la société, dans la cité. On va aborder, comme vous l'avez souligné tantôt, les réformes au niveau de la justice, parce que depuis quelques années est enclenché au Togo un vaste programme de modernisation de la justice. Mais d'abord, dites-nous, est-ce que vous êtes conscient de l'opinion, de ce que l'opinion pense de vous? Quand on parle de justice au Togo, il y a beaucoup d'appréciations. Mais ce qui revient souvent, on dit que les magistrats sont corrompus, ils sont à la solde de l'exécutif, ça on l'entend souvent. Comment vous recevez ces critiques? Bien, d'abord sur la question, je vais commencer par la deuxième question. Oui. Les gens accusent souvent les magistrats d'être à la solde de l'exécutif. En fait, je crois que c'est une mauvaise interprétation de la situation. Il faut comprendre comment la justice fonctionne. Et au sein des magistrats, il y a deux groupes. Il y a les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du siège, c'est-à-dire les juges. Les juges, ceux qui décident. Voilà. Et les magistrats du parquet, eux, ils défendent la société. C'est eux qui sont placés sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Et sur la base de cette organisation, le garde des Sceaux peut donner des instructions, c'est-à-dire l'exécutif peut donner des instructions à travers le garde des Sceaux à ces magistrats-là. Voilà. Et donc, il est donc sur cette base interdit à l'exécutif d'ailleurs d'appeler un juge du siège ou d'intervenir dans un dossier à travers un juge du siège. Donc eux, ils sont carrément indépendants. Sur le papier? Non, pas sur... Non, de façon générale, sur le terrain. Les magistrats du siège sont indépendants. Mais on remarque, c'est vrai qu'il y a des pressions qui peuvent venir de tous les côtés. Les pressions politiques, les pressions sociales et les pressions familiales. Mais il appartient au juge de cultiver son indépendance et de l'être effectivement dans son dossier. Parce que l'indépendance du magistrat, c'est un attribut, c'est un élément qui se cultive. Le juge doit être en perpétuelle quête de son indépendance. Mais ce n'est pas la même chose pour le magistrat du parquet que je suis, par exemple. Parce que moi, je suis soumis, en tant que magistrat du parquet, je suis soumis aux instructions, aux directives de l'exécutif, donc à travers le garde des Sceaux, le procureur général et mon procureur. Quel genre de directives? Des directives de droit ou des directives politiques? Parce que... Ça ne peut pas être des orientations politiques. Non, pas loin de là. Ça ne peut jamais être des orientations politiques. C'est des orientations de droit. Mais à partir du moment où vous avez, on appelle ça des instructions. Ce ne sont pas des commandements, ce ne sont pas des ordres. Et donc, le principe est que la plume est servée, la parole est libre.
si vous avez des instructions, au cours de vos réquisitions, vous les mettez sur papier. Mais lorsque vous irez à l'audience, développez ce que vous avez et vous êtes quitte. Je dirais mieux que l'article 113 de la Constitution consacre l'indépendance de la magistrature. Et ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, parce que c'est une disposition constitutionnelle. Et moi, magistrat, je n'entends pas céder une parcelle de mon indépendance. Et là, je me dis que l'indépendance, c'est un comportement. Vous voyez, c'est une culture, c'est une quête quotidienne et permanente. C'est-à-dire que le juge lui-même doit se faire violence pour cultiver l'indépendance, son indépendance. C'est pas, je dirais, pour paraphraser un grand homme africain, que l'indépendance, c'est pas un mot, c'est un comportement. Voilà. Mais dans la pratique, ce que vous avez dit, vous avez évoqué beaucoup de principes, mais dans la pratique, est-ce qu'effectivement les magistrats togolais ont des choses à se reprocher? Est-ce qu'il y a des... Oui, je vous comprends. Oui. Atoro a raison, bien sûr, ça m'engage. Le magistrat togolais, il est vilipendé, il est traité de tous les noms d'oiseaux, mais vous voyez, le magistrat togolais, il garde toujours silence. Il travaille dans des conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Mais ça, personne n'en parle. Juste parce que je n'ai pas eu raison, tout le monde crie sur tous les toits que tel magistrat est corrompu. Mais est-ce que vous avez une seule fois cherché à savoir que dit la loi? Est-ce que le juge est passé à côté de la plaque? S'il est passé à côté de la plaque, le Conseil supérieur de la magistrature est là pour le sanctionner. Donc les critiques sont aussi oui, fondées par la méconnaissance de la loi. Oui, on peut mal interpréter la loi. Ouais. Ça peut arriver. Mais le juge, il est tenu, il est soumis à l'autorité de la loi. Et donc, s'il fait mal son travail, ou bien si entre-temps il a été indélicat, ça peut arriver. Nous sommes des hommes. Ça peut arriver. Mais vous avez vu, à plusieurs reprises, le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné des magistrats, et pas des moindres. Mais pas beaucoup. Mais ce que vous ne le savez pas, on en a sanctionné. On en a sanctionné. Mais seulement, le revers de la médaille, c'est qu'on ne sanctionne pas ceux qui viennent proposer aux magistrats des dessous de table. Mais qui va les sanctionner justement? Est-ce qu'il ne vous revient pas de les dénoncer? Oui, il nous revient de les dénoncer. Oui, vous avez tous les instruments pour les sanctionner. Il y a les procureurs, il y a les juges, vous pouvez les mettre en tôle si vous voulez. Bon, on ne prend pas une personne comme ça pour mettre en tôle. Il y a toute une procédure là-dessus. Voyez-vous? Et donc, moi je me dis que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une culture. Et c'est cette dynamique que notre syndicat veut insuffler à la magistrature. Parce que il ne sert à rien que tous les jours des magistrats soient décriés, vilipendés, et que nous soyons là, regardés, à ne rien dire. Nous disons qu'à partir de ce moment-là, nous donnons un certain nombre de réserves. Nous voulons avoir des droits de réponse sur des sujets sur lesquels nos concitoyens nous auraient critiqués. Que vous, les journalistes, au lieu d'écrire des choses dans vos journaux, ainsi de suite, qu'on les lise un peu partout, que vous nous appeliez pour venir discuter, y compris même avec des citoyens qui trouvent que dans tel domaine le magistrat est mal agi et que dans tel autre le magistrat est mal agi, qu'on sorte la loi, qu'on dépose la loi et que chacun de nous donne son appréciation sur la loi. On verra et cela éclairerait un certain nombre de citoyens et que je crois que à partir de là on aurait au moins rendu service à nous les magistrats et aux citoyens. Et qu'est-ce qui vous empêche de donner ces réponses? Parce qu'on sait globalement que les magistrats au Togo, surtout les juges de siège, il n'est pas facile de les faire parler, surtout sur les médias, pour vous faire venir ici. Ça n'a pas été facile. Donc pourquoi vous vous taisez?
Bon, d'abord, je vais revenir un peu sur... avant de répondre à cette question, bien entendu, je vais revenir un peu sur le développement de M. Guedi. Oui, du président. En fait, il y a une idée générale qui se dégage. C'est que les citoyens pensent que tous les magistrats sont corrompus. C'est-à-dire tout le corps est corrompu. Et puis moi, je n'aime pas de la façon dont on parle des magistrats. Ces hommes et ces femmes qui se battent malgré les conditions difficiles qui sont les leurs pour rendre justice. Qu'on dise qu'ils sont tous corrompus. Non. Moi, je vais poser une question. Vous voulez dire, vous imaginez que c'est le corps de la magistrature qui est plus corrompu au Togo? Non, je n'ai pas entendu votre réponse. Non, c'est moi qui pose les questions. Bien. D'accord. Non, moi, je pense que ce n'est pas le cas. Et je mets au défi, quel corps constitué que ce soit, ou son représentant. Et je lui offre un débat. On va débattre, fait contre fait, preuve contre preuve. Et au lendemain du débat, les citoyens se feront une idée générale de quel corps est plus corrompu ou de quel corps travaille mieux que l'autre. Mais, M. Dogo, régulièrement, dans les dossiers que vous traitez, est-ce qu'il n'y a pas des propositions financières, des enveloppes qui vous sont glissées, ou des coups de fil que vous recevez, des pressions politiques, militaires, autres, qui influencent vos jugements de temps en temps? L'article 115 de la Constitution dit que le pouvoir judiciaire est indépendant. Vous savez pourquoi? La pratique, oui, ça, vous savez pourquoi? Oui. C'est parce que on est conscient de la réalité que le travail du juge est délicat et qu'à tout moment, les pressions de tout genre peuvent venir et de tous les côtés. Je l'ai dit tout à l'heure, les pressions politiques, familiales, sociales, des groupes financiers, tout le temps. Donc, il appartient... Religieux. Bien entendu, il appartient au magistrat de faire un effort, de se dépasser pour rendre la justice en son âme et conscience et conformément à la loi. C'est tout. Maintenant, qu'en est-il de votre obligation de réserve? Oui, effectivement, vous voyez, la nature de la fonction du magistrat lui impose une obligation de réserve. Vous l'avez beaucoup de choses. Hein? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de rencontrer un magistrat, de discuter avec lui sur un plateau de télévision comme nous le faisons. Voilà. L'obligation de réserve vise à garantir aux citoyens une justice impartiale, indépendante et objective. Pourquoi? Vous imaginez, tout à l'heure, M. Dogo, substitut du procureur à Palimé, dans un meeting politique, en train d'agiter le foulard, soit de tel ou de tel parti. Vous imaginez? Quand les citoyens, membres des autres partis politiques vont me voir en train d'agir ainsi, et qu'un jour, je m'assois dans mon bureau et que je suis amené à statuer dans un dossier qui implique ces citoyens-là, vous pensez qu'ils auront confiance en moi? La réponse est clairement non. Et donc, c'est pour cela qu'il est interdit aux magistrats d'exprimer de façon publique ses opinions politiques et bien d'autres opinions. C'est pour empêcher d'heurter de façon considérable la confiance que les justiciables sont appelés à placer non seulement en le magistrat lui-même, mais aussi en toutes les institutions judiciaires de façon générale. Oui, non, mais peut-être une mesure qui vous protège plutôt qu'elle ne vous discrimine. Le droit de réserve. Le droit de réserve, ce n'est pas seulement pour les magistrats. Le droit de réserve, c'est pour tout agent public. De ne pas afficher ses opinions publiques, politiques, religieuses, confessionnelles, tout autre. Est-ce que ce droit vous empêche de vous prononcer quand vous vous sentez attaqué ou... Attaqué comment? On vous critique, vous avez des... Ça, c'est pas le droit de réserve. Oui. C'est pas le droit de réserve. Ça, justement. Parce que le droit de réserve, c'est quoi? C'est dans l'exercice de ma profession, de magistrat ou bien d'homme public, je ne dois pas faire connaître, même vous-même, vous travaillez à New World, vous ne devez pas faire connaître vos opinions publiques, politiques, au moment où vous êtes ici. Mais si vous sortez, vous pouvez aller dans un meeting politique. Vous, en tant que journaliste, vous pouvez dire je appartiens à tel parti politique. Mais le magistrat, non. Parce que le magistrat, il est appelé à servir tout le monde, à servir toute la nation. Et donc, lorsque tout à l'heure, quand le collègue l'a dit,
Si je viens ici, j'agite, je vais dans un meeting politique. Le lendemain, vous me voyez assis là et bon, mais ce monsieur-là, il est de tel parti. Eh bien, mais là, il y a une disposition de la loi qui demande à ce que vous demandez que ce magistrat soit récusé. Et la récusation fait partie de notre déontologie également. Vous demandez bon, que vous ne voudrez pas que ce magistrat traite votre affaire. On va vous le changer. Mais oui, c'est comme ça. Je vais un peu. En fait, l'obligation de réserve ne signifie pas pour le magistrat le fait de se résigner, de se recroqueviller dans une tour d'ivoire et de subir, de se taire tout en subissant toutes les injustices, même celles qui dépassent l'entendement humain. Non, ce n'est pas le cas. L'obligation de réserve vise simplement à assurer aux justiciables une justice saine, impartiale et objective. Je voudrais ouvrir une parenthèse maintenant dans le contexte africain, parce que la justice aussi, c'est une culture, vous l'avez soulevé. Est-ce que notre culture est compatible avec le fonctionnement de la justice? En Afrique, où les liens communautaires sont très forts, est-ce qu'on peut arriver à dire le droit dans ces conditions-là? La famille est là, les voisins sont à côté. Est-ce que vous pouvez prendre une décision contre votre famille en Afrique? Vous avez touché un point très important. Parce que, effectivement, quand vous avez parlé des pressions, il y a les pressions familiales. Et il y a les pressions, il y a des groupes de pression. Dans certaines régions, je prends un exemple très concret. Dans certaines régions de notre pays, on préfère aller voir le responsable religieux que d'aller voir le juge. De sorte que beaucoup de dossiers sont traités par le responsable religieux. Ailleurs, ce n'est pas le responsable religieux, mais c'est le chef coutumier. Bon, cela met la justice un peu entre parenthèses. Parce que lorsque ces gens-là tournent, à un moment donné, ils finissent toujours par venir devant le juge. Au lieu de venir directement, ils préfèrent aller faire des conciliabules, ainsi de suite. Mais c'est des justices de proximité. Et aujourd'hui, je crois que nous allons l'évoquer, avec le programme de modernisation, nous sommes en train, le gouvernement est en train de mettre en place des maisons de justice, qui sont des sortes de justice de proximité, qui pourront régler ces petits problèmes, au lieu des petits problèmes de loyer, de problèmes entre époux, de petits problèmes entre voisins, ainsi de suite. Vous voyez donc, cela permettrait également de désengorger un peu les tribunaux. Voilà. Monsieur Dogo, est-ce qu'on peut faire correctement ce travail de magistrat en Afrique, vu les liens communautaires qui sont si forts entre les gens? Est-ce qu'on peut dire la justice, dire le droit être tranquille? Oui, je crois que pourquoi pas, parce que nous l'avons choisi. C'est vrai que c'est difficile. Vous pouvez condamner votre frère, votre voisin, pourquoi pas, votre frère. Mais s'il est hors la loi, on sera obligé de le faire. Mais c'est vrai que ça heurte la conscience. Quand vous êtes dans un dossier impliquant un de vos proches, vous pouvez demander à ce qu'un autre collègue siège à votre place, parce que consciencieusement ça dérange. Oui, parce que je ne peux pas siéger dans un dossier qui implique ma mère ou mon père ou un ami, un proche. Franchement, c'est un peu difficile. Vous êtes dans un pays très petit où tout le monde se connaît pratiquement, chacun a des liens avec... Oui, mais je crois qu'il faut limiter, les liens pour pouvoir bien faire son travail. C'est important. Oui. Donc, en ce qui concerne, je parlais de modernisation de la justice, depuis que ce projet a été lancé, est-ce que vous voyez des choses bouger? Est-ce que ça change fondamentalement, M. Oketi? Oui. Le programme de modernisation a amené beaucoup de choses pour la magistrature. Et nous sommes obligés, en tant que magistrats, d'accompagner ce projet. Vous avez vu, au moins, nous voyons la cour d'appel qui est à côté, celle de Kara, les tribunaux de Tapamé, de Néo, et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est ce que nous voyons. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est que le programme de modernisation a fait beaucoup de choses. Le truc dont je vous parlais tout à l'heure, le programme d'appui au secteur de la justice. Au secteur de la justice.
c'est toujours le programme de modernisation. Les maisons de justice qui sont en train de se mettre en place, c'est toujours le programme de modernisation. Il y a beaucoup de choses. Mais donc, est-ce que ces réformes se traduisent dans la qualité de votre travail? Oui, je dirais que oui, cette réforme se traduit dans la qualité du travail effectué par les magistrats parce que depuis la mise en œuvre de ce programme de modernisation de la justice, beaucoup de magistrats ont été formés. On a institué la formation continue. Il y a un effectif important également qui a été formé. Et puis, chaque année, le centre de formation des professions de justice organise des séances de formation, des séminaires pour renforcer la capacité des magistrats dans tous les domaines. Et ça se ressent sur le terrain, certainement. Oui. Malgré tout ça, il reste encore beaucoup de défis, beaucoup de problèmes à régler dans le corps de la magistrature au Togo. Et comment vous vous organisez pour vous défendre? Ce que vous avez... nous faisons, je le dirais, nous faisons avec les moyens de bord. Et c'est ce que le citoyen lambda ne voit pas. Vous savez que même le problème de touche, il y a des magistrats aujourd'hui qui n'ont pas de touche. Ils n'en ont pas comment? Eh bien, parce que... bon, ils n'en ont pas. Je ne sais pas comment je peux expliquer, mais c'est que, bon, vous prenez toute la logistique. Je vous donne un exemple très simple. Juste une image. Le Togo est divisé en 2 zones judiciaires, avec 2 cours d'appel. Une cour d'appel à Lomé, une cour d'appel à Kara. La cour d'appel de Lomé s'étend de Lomé en Ero jusqu'à Namasila. Ça fait au moins 200 km au-delà. Celle de Kara quitte Namasila, Babame jusqu'à Saint-Cassé. Voyez-vous? Et on vous dit que le procureur général près la cour d'appel de Lomé, que ce soit de Lomé ou de Kara, a un droit de regard sur ce que fait les procureurs dans les autres juridictions et même dans les prisons. Cela veut dire que le procureur de la République, comment dirais-je, régulièrement doit aller voir le travail que fait le procureur de la République dans un tribunal. Vous voyez, il le fait avec quels moyens? Mais il n'a pas de moyens, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Il va le faire comment? Le résultat, il ne le fait pas. Le procureur général de Kara doit également régulièrement visiter, par exemple, le procureur de la République de Socoré. J'ai été procureur général à Kara pendant 4 ans, au-delà. Je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai aucun moyen pour le faire. Vous prenez un peu le personnel, juste le personnel. Vous arrivez à la cour d'appel de Kara aujourd'hui, le parquet général n'a pas de secrétariat. C'est pas un secrétaire. Celui qui est là, c'est un bénévole. C'est des difficultés que nous sommes obligés de surmonter. Donc, nous faisons des trucs, nous nous surpassons. Nous nous surpassons pour faire un certain nombre de travail. Mais, dès qu'il y a un petit problème, on crie, on dilipende, sans se rendre compte même que le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail que... Mais les problèmes que vous soulevez, les problèmes d'ordre matériel, est-ce qu'on ne peut pas les surmonter facilement? Ce n'est pas un problème d'organisation. Est-ce que pour le vous êtes assez organisé pour remonter ces informations à qui de droit? Justement. À cette question, moi je dirais que, en fait, nous avons l'habitude, au lieu de poser les problèmes à l'autorité compétente, pour qu'on nous trouve des solutions, de les commenter. On se plaint, on vient au bureau, on n'a pas la clim et on pousse les jurons. Au lieu de poser le problème clairement, on ne fait que se plaindre et commenter les problèmes que nous avons. Et ces problèmes s'entassent et jamais de solution trouvée. Donc il faut réussir à porter les problèmes, les difficultés que nous avons à l'autorité compétente pour qu'on ait des solutions. Mais c'est ce que nous justement, c'est pour ça que je demandais comment vous organisez au niveau corporatiste. Est-ce que vous êtes autorisé à vous organiser pour vous défendre? Oui, de toutes les façons, nous sommes un corps et tout corps doit s'organiser pour pouvoir se défendre. Et c'est, je dirais, c'est ce qui justifie la création de notre association, de notre syndicat. L'union syndicale des magistrats du Togo, c'est nouveau, c'est récent? Oui, c'est très récent. Ça fait juste 2 mois. Oui. Nous l'avons créé le 3 novembre. Le 3 novembre 2018. Il est né le 3 novembre. Le 3 novembre dernier, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois. Vous voyez? Et donc,
c'est vrai que avant le 3 novembre, il y avait sur l'échiquier de la magistrature 3 associations. Il y a l'ANM, Association nationale des magistrats, la PMT, Association professionnelle des magistrats du Togo, et le syndicat de la magistrature, 3 associations. Toutes ces associations ont travaillé. Elles ont plus de 20 ans de vie, toutes. Elles ont, en leur temps, elles ont fait leur travail, elles ont fait ce qu'elles peuvent. Seulement, en ce qui me concerne, ces associations n'ont pas pu, opérer des mutations en leur sein pour pouvoir faire éclore de nouvelles énergies. Vous voyez, je vous ai dit dès le départ que la magistrature, c'est un corps très hiérarchisé. Très hiérarchisé. Et donc, dans la magistrature aujourd'hui, vous verrez des gens qui ont couvert 30 ans de service, 20 ans de service, 23 ans de service, 8 ans de... Alors qu'au même moment, il y en a qui font 5 ans, 6 ans, 8 ans de service. C'est difficile pour celui qui a 8 ans de service de s'asseoir à côté de celui qui a 25 ans, 30 ans de service. Et c'est cette mutation que les associations n'ont pas pu opérer en leur sein. Deuxième chose, tout à l'heure vous avez posé une question, comment est-ce que nous n'allons pas porter nos revendications? Effectivement, nous avons des associations qui, à un moment donné, depuis un certain nombre d'années, lorsque nous faisons des revendications, ces associations restent totalement muettes, timorées. De sorte qu'on se dit, si nous avons des associations qui ne peuvent pas porter nos revendications, autant s'organiser d'une autre manière. Et c'est ce qui justifie également la création de l'UCIMAT. Troisième idée, comme ça, tout à l'heure je vous ai dit que très souvent, beaucoup de nos collègues ont des problèmes. Et ces associations-là, étant donné qu'elles doivent défendre nos intérêts matériels et moraux, devaient supporter ces personnes-là. Mais depuis plusieurs années, nous ne voyons pas ces associations-là à l'œuvre. C'est ce qui, effectivement, a justifié, à mon point de vue, la création d'une 4e association qui va insuffler une nouvelle dynamique dans le corps de la magistrature. Quand on sait les pesanteurs qui entourent ces associations, comme souvent, lesquels pesanteurs? Oui, je n'avais pas... Rien n'est aisé dans la vie. Rien n'est aisé. Tout à l'heure, nous vous avons dit que la Constitution a consacré l'indépendance de la magistrature. Mais l'indépendance, il faut se battre pour l'avoir, il faut l'arracher. Elle ne se décrète pas. Mais oui, donc, rien n'est aisé. Nous avons créé une association. Il nous appartient à nous de faire notre lobbying. Ou bien, de nous battre sur le terrain pour dire, voilà ce que nous voulons faire. Pour nous faire connaître d'abord et dire au corps judiciaire tout entier, pas seulement aux magistrats, que voici les aspirations que nous voulons, voici ce que nous voulons faire de la magistrature à partir de maintenant. Dans votre syndicat, c'est peut-être une opinion de novice. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de magistrats debout et peu de magistrats de siège. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Non, ce n'est pas vrai. Il y a toute une panoplie de magistrats. Il y a les magistrats du siège et les magistrats du parti. Ce n'est pas vrai. Donc, et vous sentez capable de relever les défis, de changer l'image du magistrat, de contribuer donc à la modernisation de la justice Oui, c'est notre objectif. C'est notre objectif. Notre objectif, c'est de faire autrement, de faire en sorte que l'image de la justice soit revalorisée, que l'institution judiciaire retrouve ses lettres de noblesse. Et nous allons travailler dans ce sens. Bien entendu, en collaboration avec les autres associations qui existaient et qui ont une expérience associative très importante aussi dans ce domaine. Tout à l'heure, vous avez parlé des pesanteurs. C'est vrai qu'il y en a. Mais depuis que nous avons créé notre association, moi, je n'ai pas trouvé de pression aucune pression. C'est vrai qu'il y a eu de petites... Comment on peut nommer ça? Petite polémique peut-être. Oui, et c'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui fait une association. On ne peut pas reculer devant
de petits... quelqu'un qui se permet d'écrire dans un journal un article comme ça ne peut pas faire reculer le magistrat. Il en a vu plus que ça. Vous voyez. Et donc, moi je trouve que quels que soient les soubresauts, quels que soient les problèmes, nous voulons donner une nouvelle image de la magistrature. Pas seulement de la magistrature, mais du corps judiciaire. Cela veut dire que quoi? Nous aurons à travailler avec les avocats, nous allons travailler avec nos collègues magistrats, les avocats, les huissiers et tout le monde, tout le corps judiciaire. Nous n'allons pas nous enfermer dans cette association pour dire bon, nous avons créé notre... Et puis là, nous n'aurons rien fait. Est-ce qu'il faut des créneaux spécialisés pour expliquer parfois les décisions que vous prenez? Parce que c'est une idée qui me trotte par la tête parfois. Parce que les critiques naissent aussi de l'incompréhension des décisions que vous prenez. Je crois que depuis un moment, la Cour suprême a entrepris au moins de créer, comment vous l'appelez, il y a le guide. Il y a le guide, oui. Il y a le truc sur la déontologie des magistrats. Le guide. Le président de la Cour suprême lui-même, président du Conseil supérieur de la magistrature, ensemble avec tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature, ont sillonné tout le pays et ont donné des... Je peux dire ça, c'est des formations. Oui. Aux citoyens, à tous les citoyens, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Moi-même, j'ai participé à une des formations. Et le président a été ferme sur un certain nombre de problèmes. Lorsque vous allez devant un juge, le président a été très clair. S'il vous demande quelque chose, ne donnez pas. Il a été ferme, il l'a martelé plusieurs fois. Oui. Et donc, je crois que nous devons nous insérer dans cette dynamique. Voilà. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics? Oui, vous savez, par l'organisation même des institutions de la République, quand vous voyez entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, vous pouvez observer que le judiciaire est le pouvoir le plus faible, entre griffes. Pourquoi? Parce qu'il appartient aux autres pouvoirs publics, aux autres pouvoirs constitutionnels, de mettre à la disposition du judiciaire les moyens dont il a besoin pour travailler efficacement. Donc nos attentes, c'est que ces pouvoirs publics reçoivent, d'accord, les problèmes que nous rencontrons chaque jour sur le terrain, qu'ils les étudient et qu'ils n'hésitent pas à apporter les moyens nécessaires ou bien les solutions à ces problèmes pour que notre institution judiciaire redevienne une véritable et forte institution judiciaire dans le but de protéger les citoyens contre toute agression de leurs droits et de leurs libertés dans le pays. Oui, je dirais juste pour ajouter à ce que mon collègue a dit, deux mots. Le pouvoir public, je souhaite qu'ils aient une oreille attentive à nos revendications et à nos sollicitations. Pourquoi? Un pouvoir politique doit reposer sur une justice forte, au risque d'être un colosse au pied d'argile. Si dans un pays, il n'y a pas une justice forte, efficace, efficiente, c'est que ce pouvoir-là, il vacille. Donc, au risque d'être un colosse, un géant au pied d'argile, je souhaite que les pouvoirs publics aient une oreille attentive à nos sollicitations. On espère que c'est tombé dans de bonnes oreilles. Et le ministre de la Justice, il nous reçoit tout le temps. Oui, sincèrement, je crois qu'il faut lui jeter des fleurs. Il nous reçoit. À chaque fois que nous avons des problèmes et que nous allons, il n'a jamais hésité à nous recevoir. En tout cas, on espère que la collaboration va continuer. Elle continue. Pour le bien-être des magistrats. Étant donné que c'est un grand frère. Nous arrivons donc à la fin de notre entretien. Merci d'être passé. Merci également à vous. Et surtout, bonne heureuse année. Merci à vous de même. 2019, puisque nous sommes en début d'année. Et merci de votre aimable attention. New World Forum, pour cette partie se referme. Dans un instant, une nouvelle édition du programme sur votre chaîne.